va regarder le cliché avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour. Bonjour Elisabeth. J'en dis pas plus. On regarde l'image tout de suite. Je crois une image de débris d'un bâtiment détruit, en tout cas partiellement détruit. Racontez-nous où nous nous trouvons et qu'est-ce que cela nous raconte surtout. Oui, parce qu'a priori, quand on regarde la photo, on pourrait y voir une image qu'on a déjà vue plusieurs centaines de fois, des images de bombardements, d'immeubles détruits, de beaucoup de gravats. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le résultat des bombardements iraniens à Dimona, en Israël, une ville de 40 000 habitants dans le désert du Negev. Donc on y voit un immeuble détruit. Il y a une centaine de blessés au cours de ces bombardements. Donc déjà, ce que nous dit cette image, c'est que les missiles iraniens percent malgré tout le dôme de fer. Mais ce qu'on voit sur cette photo, c'est l'un des sites, si ce n'est le site le mieux protégé d'Israël, protégé par un réseau de batteries de défense aérienne extrêmement dense. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi ce qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est ce qu'il y a à moins de 10 km de l'endroit où elle a été prise. C'est le site nucléaire Shimon Peres, c'est-à-dire le site qui abrite le réacteur nucléaire qui est au cœur du programme militaire nucléaire israélien. Évidemment, vous n'en verrez pas de photos, il est interdit de s'en approcher, interdit de le photographier, il est même interdit d'en parler presque en Israël, et plus intéressant, il est interdit d'utiliser des compteurs Geiger à proximité, des compteurs ces fameux compteurs qui mesurent le niveau de radioactivité. C'est donc le programme nucléaire militaire israélien qui a été visé ces derniers jours. Alors, il s'agit d'une réaction en fait des Iraniens au bombardement la veille du site de Natanz. Les Israéliens ont dit que c'était pas eux qui avaient bombardé, les Américains n'ont pas encore communiqué là-dessus. Difficile en fait de savoir si l'Iran a voulu bombarder le réacteur et les missiles sont tombés à côté, ou si elle a voulu envoyer un message. Après, c'est vrai qu'on a priori, les bombardements iraniens sont suffisamment précis. S'ils avaient réellement voulu bombarder le réacteur, on peut penser qu'ils l'auraient touché. On peut donc estimer que l'Iran a voulu vraiment envoyer un message. Il faut bien se rendre compte que le nucléaire militaire israélien, c'est globalement le secret le moins bien gardé d'Israël. C'est un programme secret qui normalement n'existe pas, puisqu'Israël n'a jamais reconnu officiellement avoir développé la bombe atomique. Or, tout le monde sait qu'Israël a la bombe atomique, et ce depuis les années 60. Le programme nucléaire israélien, il est lancé pratiquement dès la création de l'État d'Israël en 1949 par Ben Gourion. À l'époque, les États-Unis refusent d'aider Israël dans cette voie. Ils ne veulent pas que la bombe atomique prolifère, et donc Israël se tourne vers un autre allié, la France, cocorico. La France qui a plusieurs enjeux également là-dedans. D'abord, il y a un enjeu mémoriel pour la France, c'est effacer les déportations et les exactions commises par le régime de Vichy. Il faut rappeler qu'en 1949, évidemment, on sort encore du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a également un aspect stratégique derrière cette volonté d'aider Israël, puisque la France et Israël, à l'époque, ont un ennemi commun, l'Égypte de Nasser. Et puis, il y a également un aspect mercantile, évidemment, avec des échanges contre des nouvelles technologies, notamment des supercalculateurs, l'ancêtre, en fait, des ordinateurs. Donc dans les années 50, la France finance un réacteur nucléaire, fournit également les missiles et les avions qui vont avec. Pourquoi faire les choses à moitié ? Il faut attendre l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958 pour que cesse cette coopération, mais c'est trop tard. Le réacteur est opérationnel depuis 1963 et grâce à ce réacteur, Israël se dote de la bombe atomique dans les années 60, on ne sait pas exactement quand, et décide de garder le secret. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a failli être utilisée en 1973 lors de la guerre du Kippour, où Israël était opposé à une coalition arabe. Donc vous le voyez, à l'origine, ce réacteur nucléaire, il était prévu pour durer une quarantaine d'années. Autant vous dire qu'il a largement dépassé sa durée de vie. Et en 2016, le quotidien israélien Haaretz, exactement, voilà, a révélé un rapport d'experts qui dénombrait, tenez-vous bien, 1537 fissures et autres anomalies dans le cœur de ce réacteur. Donc la commission de l'énergie atomique israélienne a reconnu l'existence de ces défauts, mais assuré qu'il ne présentait pas de risque immédiat. Et puis en 2021, c'est la dernière information qu'on ait officielle sur ce réacteur, des images satellites ont permis de détecter d'importants travaux d'extension sur le site de Dimona. Donc soit Israël cherche à prolonger la durée de vie de l'installation actuelle, qui a quand même déjà expiré depuis pas loin de 30 ans, soit à construire de nouvelles infrastructures justement pour pallier à sa vétusté. Mais officiellement, aujourd'hui encore, ce site n'est consacré qu'à la recherche. Donc tout le monde sait qu'Israël a la bombe. Évidemment, on l'a su très tôt, dès les années 60. Et ça a déclenché toute une réaction en chaîne dans la région, en poussant d'autres pays à vouloir en faire de même. On pense bien sûr à la Libye de Kadhafi, à la Syrie également, mais à un stade beaucoup plus embryonnaire,
à l'Iran, bien sûr, et on est en plein dedans en ce moment, mais aussi en Irak, et c'est là qu'intervient la doctrine israélienne de frapper en premier les sites nucléaires des pays voisins. Hein. Ce sont les images qu'on voit ici. C'est le réacteur d'Osirak, c'était l'opération Opéra qui a été déclenchée en juin 1981, où Israël a bombardé un réacteur nucléaire irakien pour empêcher les Irakiens de développer la bombe, un réacteur aux coïncidences fourni évidemment par la France. Pourtant, vous le disiez, officiellement, Israël, l'État hébreu n'a pas la bombe atomique. Officiellement, ils ne l'ont pas, mais je vous le disais aussi, c'est un secret de polichinelle. Et c'est le sens du message aussi qu'a envoyé l'Iran avec ces bombardements. Déjà, prouver que le commandement militaire iranien est toujours debout et qu'il ne choisit pas ses cibles au hasard. C'est montrer qu'ils savent exactement où taper, parce que après, si le programme nucléaire israélien n'existe officiellement pas, tout le monde sait où il est. Une simple recherche internet suffit pour comprendre pour savoir en tout cas que ça se passe à Dimona, ou en tout cas que ça démarre à Dimona. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des super espions pour savoir ça. Mais c'est aussi mettre le doigt sur ce qui est un vrai tabou dans la société israélienne. Il faut savoir que la question n'est quasiment jamais débattue au sein du Parlement, très peu évoquée dans les médias. Je vais vous donner un exemple. En 1986, un technicien israélien parle trop dans un média britannique. Il est condamné à 18 ans de prison. À la suite du 7 octobre, un ministre évoque une frappe nucléaire sur Gaza et il est suspendu pendant un temps, mais suspendu quand même. C'est vraiment le programme dont on ne doit pas prononcer le nom. Et toujours par souci de ne pas officialiser ce que tout le monde sait, vous allez voir l'ironie de la situation, eh bien Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération, refuse les visites des experts de l'AIEA, globalement ce qu'on reproche à l'Iran depuis des années. Donc aujourd'hui, l'AIEA peut appeler à la retenue, à ne pas frapper les sites nucléaires. Les Occidentaux, Américains et Israéliens en tête, peuvent s'indigner de ces bombardements iraniens trop proches d'un site nucléaire. D'une part, on rappellera que ce site n'est pas censé exister, mais surtout, c'est exactement ce que font les Américains et les Israéliens en Iran. Voilà le message à peu près que voulaient envoyer les Iraniens. Exactement. En tapant ces cibles. La nuit dernière, Israël qui a visé pas moins de 50 cibles iraniennes, un déluge de feu, et pourtant la République islamique continue de répliquer. On vous en témoigne chaque jour sur nos antennes. Téhéran qui menace même aujourd'hui l'État hébreu de lourdes frappes en soutien aux Libanais et aux Palestiniens, à coups de drones, à coups de missiles aussi. L'Iran tient bon, errant depuis presque un mois maintenant, coup pour coup. Mais quelle est donc sa capacité de nuisance réelle? Combien de temps le régime peut-il ainsi tenir? Élément de réponse tout de suite en images avec Rebecca Martin. Au son des sirènes, ces habitants de Tel Aviv courent se réfugier dans l'un des nombreux abris de la ville. Ce mardi matin, cet immeuble a été fortement endommagé par une frappe de missiles iraniens. Une ogive de missile a explosé au niveau de la route. L'explosion a eu lieu au-dessus des véhicules et a creusé un large cratère. Nous estimons la puissance de l'ogive à environ 100 kg. Cette frappe fait partie de la salve lancée sur Israël ce mardi et rappelle la capacité de l'Iran à riposter après plus de 3 semaines de guerre. Téhéran aurait déjà tiré plus de 400 missiles balistiques sur l'État hébreu et continue de frapper différentes cibles dans la région, malgré les bombardements incessants menés par Israël et les États-Unis sur ces infrastructures. Il y a quelques jours, Donald Trump se félicitait notamment d'avoir entièrement détruit la marine iranienne. Depuis le début du conflit, nous avons frappé plus de 7000 cibles à travers l'Iran, principalement des cibles commerciales et militaires. Nous avons réduit le nombre de leurs tirs de missiles balistiques de 90% et leurs attaques de drones de 95%. Il ne leur reste plus beaucoup de missiles. Avant le 28 février, l'Iran disposait de plus de 400 lanceurs de missiles sol-air et de plus de 1100 canons anti-aériens, mais aussi de quelques 80 000 drones Shahed. Depuis, Téhéran a appliqué une méthode de salve sporadique sur des cibles stratégiques, lui permettant ainsi de préserver ses capacités militaires tout en épuisant les stocks de ses ennemis. Mais dans cette guerre asymétrique, son arme la plus puissante reste le blocage du détroit d'Ormuz. La simple menace à l'égard des navires qui tenteraient d'y passer suffit à bloquer le trafic maritime et par conséquent à peser sur les approvisionnements en gaz et en pétrole de nombreux pays dans le monde.
Compte tenu de notre supériorité et de nos capacités suffisantes, il n'est pas nécessaire de poser des mines dans le golfe Persique et nous utiliserons tous les moyens disponibles pour assurer la sécurité chaque fois que cela sera nécessaire. Outre la capacité réelle de l'Iran de continuer à riposter sur la durée, l'autre interrogation concerne l'état de ses infrastructures nucléaires et de ses stocks d'uranium enrichi, dont la localisation reste inconnue depuis la guerre éclair de juin dernier. Alors, on fait le décompte chaque jour, 25e jour de guerre. Ça fera bientôt un mois que le conflit a commencé. On a presque l'impression aujourd'hui que l'Iran a de plus en plus de capacités défensives, Sylvain. Alors, en tout cas, ils les utilisent de manière très intelligente. Ils ont appris, les Iraniens, de toutes les précédentes guerres. D'abord, la première leçon, elle vient de la guerre des 12 jours. La guerre des 12 jours, on parle surtout de la fin, lorsque les Américains ont bombardé les sites nucléaires et que les Iraniens ont riposté sur certaines bases militaires de la région, certaines bases américaines, notamment au Qatar, où tout le monde était prévenu de ce qui allait se passer. Les bases ont pu être évacuées, il n'y a pas eu de victimes, c'était une riposte extrêmement symbolique. Mais on oublie que au premier jour du conflit, la première nuit, il y a eu déjà une riposte iranienne, et c'était une réponse extrêmement différente après les premiers bombardements israéliens. Ils ont envoyé plusieurs salves de missiles balistiques, plus d'une centaine de drones Shahed, et à ce moment-là, ils ont saturé le dôme de fer. Ils se sont vraiment arrêtés à la limite, c'est-à-dire à ce que pouvait en fait encaisser le dôme de fer. Mais du coup, ils savent exactement ce que peut encaisser cette défense israélienne. Ils en connaissent exactement maintenant les capacités d'interception. C'est ça aussi qui s'est joué à ce moment-là et qu'ils utilisent maintenant. Donc là, ils font la même chose à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'ils envoient les drones par centaines, quelques missiles pour épuiser les munitions, notamment les munitions défensives. On rappelle que c'est un missile à 4 millions pour abattre un drone à $20 000, que la chaîne de production n'est pas du tout la même. Ça ne va pas du tout aussi vite de construire des missiles pour se défendre que des drones pour attaquer. Alors effectivement, l'Iran avait un stock de missiles. Il en reste encore beaucoup. On voit qu'il les utilise avec parcimonie, qu'il les économise. Selon Risque Intelligence, un site danois, l'Iran a procédé, alors les chiffres datent d'il y a 3 jours, à 1155 tirs de missiles dans la région, pas seulement sur Israël, vraiment dans la région. Donc on estime qu'il en reste encore entre 445 et 1700. C'est-à-dire que potentiellement, il en reste quand même encore pas mal. Les tirs de drones, il y en a eu plus de 3000, et le taux d'interception des missiles tirés vers Israël, uniquement vers Israël, là par contre, est à 92%. Donc on le voit, comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a qui passent, malgré un taux d'interception énorme, et bien certains missiles passent. Et puis il y en a de plus en plus qui vont passer parce que le stock de munitions s'épuise. Et peut-être même plus vite du côté des Américains et des Israéliens que du côté des Iraniens. Donc l'Iran va continuer à fabriquer ses drones. C'est facile de fabriquer un drone, ça va vite. Et en revanche, effectivement, les munitions pour les intercepter sont beaucoup plus lentes à fabriquer et beaucoup plus chères, comme on le disait déjà dès les premiers jours du conflit. Et puis il y a autre chose que l'Iran a appris de ses précédentes guerres. D'abord qu'il pouvait fermer le détroit d'Ormuz. Ça, c'est une leçon tirée de la guerre Iran-Irak des années 80. Mais aussi, beaucoup plus loin, grâce à la guerre du Vietnam, comment on fait plier un président américain, comment on lui fait arrêter une guerre? Eh bien, avec une opinion publique hostile. Et pour ça, qu'est-ce que fait l'Iran? Justement, ils ferment le détroit d'Ormuz, ils font monter les prix de fait des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, et ça a un impact énorme, y compris aux États-Unis. Et au bout d'un moment, on espère, du côté iranien, que l'opinion publique fasse plier le président américain. Ça fait partie de toutes ces stratégies mises en place par les Iraniens.